et bienvenue sur Perché, le podcast qui vous emmène en montagne. Chaussez vos skis et attachez vos chaussures de randonnée car nous partons pour un voyage à la station de ski des Angles et son village situé à 1600 mètres d'altitude à la rencontre de ceux qui vivent perchés sur les sommets. Ces montagnards nous embarquent dans des récits inspirants, remplis d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs. De la création au projet futur, préparez-vous à entrer dans 60 ans d'histoire. Aujourd'hui, nous sommes avec Janine et Jérôme. Ils ont un point commun, c'est qu'ils ont tous les deux côtoyé au plus proche les coulisses de la direction d'une station de ski. Donc Janine, femme du premier directeur de la station de ski des Angles, François, et Jérôme, le directeur actuel. À eux deux, ils représentent 50 ans de la gestion de la station de ski des Angles. Janine, Jérôme, bonjour. 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 Janine, vous avez connu la station à ses débuts. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'était ? Et au début, ils ne l'ont pas vu comme ça. Quand les premières réunions du conseil, ils se battaient à coups de chaise. Ah oui, Parce qu'on leur prenait. un bout de terrain. Les Angles avaient trouvé la solution de vendre de la forêt pour pouvoir créer la station. Les réunions du conseil municipal, ça, il fallait voir. Ils étaient tous âgés. Ils voyaient qu'on leur prenait ce qu'ils avaient de plus cher. Leur richesse à eux. À coups de chaise, une fois, ils s'étaient battus. Oui, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que les gens qui travaillaient à la station à l'époque, c'était à la fois des paysans du village, Exact. C'était aussi des gens qui vivaient ça et qui finalement avaient peu d'argent. Et la station, elle leur a permis de gagner et d'avoir un vrai travail. Avant tout, les gens, ce sont des Anglois qui ont envie que les gens vivent bien ici. L'objectif, c'est que... Oui, mais au début, ils ne l'ont pas vu, ça. Ils étaient bornés parce que les Angles étaient quand même fermés. C'était dans un vase clos, les Angles. Aux Angles, ils vivaient de leur jardin, de leurs cochons, leurs deux vaches, et c'était tout. Les premières remontées, ça a dû être une révolution extraordinaire. Vous savez, dans tous les villages, il y a toutes sortes de tempéraments. Et tous ces esprits, il faut essayer de les... Amener sur un objectif unique. Oui, et ça, c'était pas facile, même pour le maire. Paul Sanson, il s'en est vu avec toute son équipe. Bien sûr. Il leur a fait le bonheur à tous, mais il s'en est vu. Non, c'était un battant. Le Pépé Sanson, c'était le roi des battants. Parce qu'il avait l'intelligence et il avait la rage. Il n'avait pas peur. C'était un leader. Il n'avait pas peur. Hein. Yeah. Mais alors, comment François, votre mari, s'est retrouvé à travailler en tant que directeur de la station, du coup, avec Paul Sanson ? Donc, il quitte l'armée, 15 ans d'armée, il dit qu'il veut rentrer dans le civil, et il l'a fait, il a quitté l'armée. Ils vont éteindre un feu avec M. Trille. Et le Pépé Sanson l'avait pris comme secrétaire de mairie, qui se sont trouvés à éteindre un feu à Olette, et il se trouve à côté d'Henri. Alors, il lui dit, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, moi, maintenant, je prends la retraite, mais il faut que je trouve un boulot. Et je voudrais prendre une station. Et alors, il lui dit, mais moi, je travaille aux Angles. Alors, Henri, il propose au Pépé Sanson, moi, si vous voulez, je vous ai trouvé un directeur de station qui est diplômé. Ça m'intéresserait. Mais avant ça, il avait un copain dans l'armée qui lui avait dit, si tu n'as pas de boulot, il y a une station dans les Hautes-Pyrénées où je suis à la mairie et je te ferai rentrer. Ça, il dit, pourquoi pas ? Il dit oui à ce monsieur. Alors, nous voilà partis à la route, on ne se parlait plus. Plus on prenait des virages, plus le blanc. Plus de son, plus d'image. Hein. Alors, je lui dis, tu sais, moi, je ne resterai jamais ici, je ne viendrai pas. Ah oui ? Oui. Vous êtes parti demi-tour. Demi-tour sur la route. Là, il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. Non, il n'y en avait pas. Hein. Parce que là, on aurait quand même la politesse de leur rien. Oui. Mon Louis. Ils vous attendent encore. Ils vous attendent toujours là-bas. Ah ouais, quand je me suis vue sur cette route, j'ai dit là, hein, ça va être chaud. Hein. Et ça, je veux dire, ça a été vite coupé. Hein. Oui, il a eu raison. Ah oui, heureusement. Et c'est là qu'il a trouvé Henri Trille à éteindre ce feu et qui lui dit, mais aux Angles, ne te va pas bouser au Mortis, aux Angles, on essaiera de faire. Et donc, vous avez déménagé de la Cabanas et vous êtes venu habiter aux Angles. On habitait au rond-point des pistes. Ah, d'accord. Alors moi, en faisant la vaisselle, je voyais Pierre sur la savonnette. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas entre le vieux village et le rond-point des pistes, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Les Angles, c'est aussi ça. C'est un partage entre des gens qui vont rétablir l'église, un partage avec de la jeunesse, avec des gens qui font du snowboard, qui font du ski, avec des jeunes qui sont devenus commerçants. Et c'est
Ils ont réussi, mais ça n'a pas été facile, ça. Hein. Ce joint-là que vous dites, c'était difficile à composer le tout. Hein. Vous étiez un peu des gens de l'extérieur. Donc finalement, il y a des gens de l'extérieur qui, pour une première fois, sont arrivés et se sont intégrés dans le village des langues. Nous étions les étrangers. Et vous pouvez nous parler un peu de tout ça? Dans les Angles, on était mal vus. Alors, on était de suite mis la catégorie étranger. On a été classés de suite. Aujourd'hui, c'est plus le cas maintenant. Non. Mais vous avez vécu des choses extraordinaires, Oui. parce que vous avez vécu 60 ans de création de stations. Il faut comprendre que les gens du village, ils étaient aussi solidaires entre eux, et que c'était difficile de voir quelqu'un qui arrive et qui amène une certaine forme de savoir. Ils croyaient qu'eux, ils voyaient qu'un truc. C'était leur jardin, leurs vaches. Là. Et on venait tout leur chambouler là dans le. C'était une révolution. La station de ski a apporté la nouveauté, a apporté l'économie, la vie aussi. C'est ça qui est super quand même malgré tout. Et du coup, c'était quoi la journée type d'un directeur de station à cette époque? Les journées de mon mari, c'était le matin à 7 heures. Il devait déjà déneiger devant la maison parce qu'il y avait 500 mètres à déneiger. Ah, quand même. Il partait à 7 heures le matin, il ouvrait les portes, il accueillait tout le personnel. Il était pas de mot d'excuse là. Hein. Parce qu'en plus, là, comme il faisait la ferme, il y en a qui donnaient à manger. Ah oui, avant de venir, il donnait à manger aux vaches. Hein. C'était les conditions. Hein. Ils seraient payés et en même temps, ils garderaient leur Si le ski est arrivé, c'était vraiment la révolution pour les gens, je pense. Ah oui, ce village métamorphosé. Mais alors, ça a eu du temps quand même, ça s'est pas fait d'un coup de. Moi, ça m'avait marqué ce passage. Ils étaient fermés dans leur enclos, puisque l'hiver, la route n'était pas déneigée. Je crois qu'une fois qu'on a découvert, on y revient. Moi, je discute beaucoup avec des gens qui partent, quand tu es dans des villages montagnards comme les Angles, comme plein d'autres, hein, ben, ça te marque à vie parce que tu as cette notion de. Oui, on est encore dans un système où la vie elle a beaucoup évolué, mais l'humanité elle est extrêmement importante. Moi, je me souviens de discussions avec François et avec vous pour faire ce métier. Vous m'avez toujours dit qu'il fallait, enfin, c'est notre nature et c'est pour ça qu'on s'entend beaucoup, il faut aimer les gens pour faire ça, je crois. Parce que pour en revenir à ce que faisait François, puisque me revient un peu, mais quand il y avait un gosse qui n'était pas rentré le soir ou un adulte, il partait avec le ratraque jusqu'à ce qu'on retrouve celui qui n'était pas rentré. Une fois, le rugbyman de la Croix, Pierre de la Croix, c'est mon fils, était le rugby, c'était. Et sa petite, qui devait avoir une dizaine d'années, s'en va au ski, elle ne se trompe pas, elle s'en va à côté. Costeverle. Vers là-bas. Et voilà pas que Pierre, il arrive le soir, et ma fille n'est pas rentrée. Elle est partie toute seule, elle a voulu descendre vers. Allez, sort le rattrape. Et là, en plus, c'était la petite d'un copain. Et ils sont allés partout. Je dis à François, tant que tu ne l'as pas retrouvée, tu la cherches. Et voilà que François, en marchant, il a vu des traces de ski. Alors il a dit, là, il est encore en ski, il faut qu'on avance. Et puis d'un seul coup, ils ont trouvé les skis. On dit, là, elle est épuisée, elle pose les skis, il faut suivre les pas. Ils l'ont trouvé, la gamine. Elle avait trouvé un arbre, elle avait trouvé le moyen de se faire un petit abri, comme un petit igloo avec la neige. Et cette gosse, elle s'était mise à l'abri. Et les hommes, quand ils voyaient les traces de pas, ils faisaient qu'appeler Iou, son père l'appelait Iou. Et elle avait tellement peur de se cacher. Alors après, ils sont allés avec des lampes, des pots. N'aie pas peur, c'est papa. Ils ont ramené la petite, c'était je crois minuit ou 1h du matin. On peut vraiment voir qu'il y a une évolution de la station à travers les générations. Et donc au travers de ces différentes générations qui se sont succédées en 60 ans, comment ça se reflète sur la station de ski? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 60 ans, vous, grâce à des gens comme François, surtout Pépé Sanson, mais toute l'équipe qui était derrière, on a amené la vie, on a amené la technologie, le modernisme, mais tout on a amené, parce que moi j'ai toujours pour mémoire de dire, c'est que Pépé Sanson et tous, leur objectif c'était de maintenir la vie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début du siècle il y avait 600 habitants, mais quand vous évoquiez ça, ils étaient plus que 200. Et aujourd'hui on est 600, mais on est 600 avec une école, avec un espace aquatique, une pharmacie, un cabinet médical, une luge, un parc animalier. De ce que vous expliquez, tout ça est né, quoi. Et ça va perdurer. Donc quand vous avez vécu quasiment ces 60 ans, ça doit être fabuleux de voir ça. Nous, on a eu beaucoup de chance. Le village station, le lac pour nous,
Mais il l'avait vu, ça, le Ah oui, puissant. oui. Moi, cet homme, j'étais en extase. C'est vrai qu'on se dit, comment ça, il y a pu y avoir tant de différences en si peu d'années. Mhm. Moi, j'en reviens pas de ça. Mais personne, je crois, personne ne se rend compte Non. la révolution qui s'est déroulée. Puis c'est devenu l'une des plus belles stations des Pyrénées, Bah, bien sûr, bien sûr. l'une des plus modernes, l'une des plus rentables. Mais on a gardé le modernisme, on a le modernisme, mais on a gardé l'âme. Je suis d'accord. Et c'est important de transmettre cette histoire pour garder cette âme, justement. Que les générations qui suivent, elles aimeront entendre ça. Et même pour les générations de la régie, c'est pour nous super important de passer cette âme. Ça existe, quoi. Mais ça C'est vrai, continue. c'est vrai. Ça fait partie de l'histoire et c'est bien de transmettre. C'est bien de transmettre et de partager notre vie, quoi. C'est pour dire que ça continue et surtout ce qui continue, c'est cette âme de partage. Ouais, pourquoi je suis resté 25 ans ici? Pas 25, 23, je me vieillis un peu. J'avais 27 ans et les anciens de la station, qui n'étaient pas forcément des gens de la station, mais même tu sentais cet amour du village, mais pas que, quoi. Ce qu'on voit, et moi ce que je transpire, c'est que quand il faut bosser, quand il faut être présent, quand il faut aller au combat, quand il faut aller chercher quelqu'un qui est au fin fond de la montagne parce qu'il s'est perdu, les gens sont là. Quand les gens sont... Il y a des familles qui sont en difficulté, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, les gens sont là. Et il y a cette union, et il y a aussi des moments de vie, et ça continue. Et notre rôle à nous, pour moi, c'est essentiel quand je suis 22 ans après, d'aussi faire partager ce message. Garder le cœur et l'âme, c'est primordial. Parce que le jour où il n'y a pas ça, c'est foutu. Et donner. Moi, on m'a toujours dit, il faut donner beaucoup pour recevoir un peu. On est aussi dans un milieu qui est magnifique et qui... Bah, bien sûr. Et on vit, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est que on est des paysans, donc on vit avec la nature, on aime la nature, on la partage comme c'était dans le passé. Et là, je vois, on est tous en train de regarder la météo, est-ce qu'il va neiger, et quand tu es dépendant de la nature, ben forcément tu vois les choses différemment aussi, quoi. Et ça, vous le viviez. Ça te met à l'épreuve, ça. Ça te met à l'épreuve, donc tu la respectes. On n'arrive pas toujours à ce qu'on voudrait. Il faut savoir, le bonheur, c'est de se contenter de ce qu'on a. Exactement. Et d'entendre ces histoires de ces gens qui ont grandi ici, qui ont vécu ici, qui ont les ongles dans la peau, si je puis dire, c'est vraiment inspirant. Et d'arriver à s'attacher à un lieu et de construire sa vie autour, c'est inspirant, vraiment. Les angles, on ne peut pas ne pas s'y attacher. Ce n'est pas possible. Merci en tout cas pour cet échange. On voit vraiment qu'il y a un lien très fort qui vous unit tous les deux. On sent que c'est vraiment sincère, c'est vraiment touchant. Je pense qu'il faut retenir ça des Exactement. Peu importe les histoires, peu importe les générations, ça lie les gens. Ça, c'est vraiment beau. Ça y a été pour beaucoup de rencontrer des gens comme ça. Des gens, comme le dit John. C'est des liens qu'on garde toute la vie, ça. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir rejoint Perché pour ce périple en altitude. On espère que ces histoires de vie en montagne vous auront plu. À la prochaine pour une nouvelle ascension auditive.